Bonsoir à tous les mangeurs de livres. Bienvenue sur le podcast qui aime lire, lire, lire et encore lire toutes sortes de bouquins. Et aujourd'hui c'est un numéro spécial. Aujourd'hui je vous parlais d'un livre que j'ai lu pour la première fois il y a une quinzaine d'années et qui m'avait mindfucké comme on dit. Qui m'avait ouvert l'esprit sur plein de visions différentes de l'histoire de l'humanité. Et comme d'habitude, je suis retombé dessus là en farfouillant dans un poche complètement bouffé par l'humidité et gondolé. Je me suis dit bah tiens, j'ai toujours voulu parler de cet auteur et de ce bouquin en particulier, mais j'avais un peu la flemme de relire le livre parce que je parlais de faire 700 pages, un truc comme ça. Et je me suis dit non, là ce coup-ci je vais être sérieux, je vais pas faire un podcast de mémoire parce que c'est un gros morceau. Alors, trêve de suspense, je vais vous parler de Jared Diamond, l'auteur, et le livre c'est De l'inégalité parmi les sociétés. Ça c'est le titre en français. Le titre en anglais, le vrai titre qui est connu dans le monde entier maintenant, c'est Guns, Germs and Steel. Donc pour les non-anglophones, ça veut dire fusil, microbes et acier. Alors pour ce livre, il a obtenu le prix Pulitzer en 1998. Et pendant longtemps, ça a été un livre de référence, encore maintenant. Alors bien sûr, vu qu'il a été édité en 97, je crois, vu qu'il a eu le prix en 98. Et bien sûr, comme la science avance toujours et que ça fait presque 30 ans qu'il est sorti, peut-être qu'il y a certains passages qui sont un peu out of date, mais dans l'ensemble, ça marche encore. Alors, qui c'est Jared Diamond pour ceux qui ne le connaissent pas? Jared Diamond, c'est un peu un surdoué. C'est un mec qui est né en 1937 et qui a, dans sa jeunesse, il était un peu un génie de la musique. Au début, il voulait s'orienter vers ça, mais comme c'était aussi quelqu'un qui était attiré par les sciences et par la biologie et la nature en général, il est devenu physiologiste, euh, biologiste de l'évolution et aussi anthropologue. Et ensuite, il est aussi devenu ornithologue, parce qu'après, il s'est spécialisé dans l'évolution des oiseaux et aussi euh, géographe. Le poste qu'il occupe, par exemple, aujourd'hui à l'université, c'est un poste de professeur de géographie. Mais bon, il était à Harvard dans les années 60, donc il a un peu enseigné toutes ces disciplines, pardon. Mais maintenant, en fait, il a fait une espèce de syncrétisme et il est un peu à l'origine aussi de. Alors là, pour ce livre, on va appeler ça de l'histoire globale, mais c'est aussi de la science globale, parce que c'est un des premiers qui a voulu justement faire un, un mélange de plusieurs sciences pour expliquer l'évolution humaine. En fait, de quoi ça parle ce livre? Je suis sûr que, comme moi et comme la plupart des gens, il y a un moment dans votre vie où vous vous êtes demandé pourquoi il y avait des inégalités dans la vitesse à laquelle des peuples ont évolué sur la Terre et pourquoi certains n'avaient jamais dépassé le stade de la tribu ou n'avaient jamais développé des villes par exemple le cas même qui est souvent repris dans le livre et auquel on pense tous quand on est petit et qu'on regarde un western par exemple, c'est comment ça se fait que les Indiens ils étaient encore en pagne avec des tomahawks alors que les Occidentaux ils sont venus avec justement des fusils, des bateaux, ou pour l'Afrique ou l'Australie pareil. On se pose souvent la question. Ouais, je me rappelle que quand j'étais petit et tout, je me disais ah peut-être c'est parce qu'ils n'ont pas de moyens de transport, ils sont pas domestiqués, des chevals par exemple ou un truc. Et donc un jour, moi j'avais lu je crois Effondrement juste avant celui-là de lui. Donc pareil, Effondrement c'est un livre qui avait eu un retentissement mondial parce que justement maintenant c'est un peu à la mode la collapsologie, mais lui justement dans l'optique du changement climatique et de la possible fin du monde qui nous attend tous, il avait voulu étudier justement plusieurs sociétés qui s'étaient effondrées dans le passé. Et donc il y avait par exemple les Vikings au Groenland, l'île de Pâques. Alors l'île de Pâques après il y a eu une petite polémique parce que finalement on s'est rendu compte maintenant qu'il s'est trompé sur certaines choses, mais j'y reviendrai plus tard. Donc en fait, le point de départ de ce livre, c'est que, comme je vous le dis, à un moment donné, il s'est quand même spécialisé dans l'évolution des oiseaux, et son terrain d'activité principal, ça a été la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et donc, comme il a fait plusieurs voyages là-bas, il avait noué des amitiés avec des papous, et un de ses amis se prénommait Yali.
c'était, je crois, un papou qui était devenu genre maire de son village, ou peut-être même un peu plus représentant dans ce qui est l'équivalent de leur parlement, un truc comme ça. Et à un moment, il lui pose la question, il lui dit, mais parce que en Papouasie, les papous ils appellent cargo, parce que justement ça descend des cargos, quoi, tout ce qui a été manufacturé à l'étranger, et en gros ce que les blancs importent ou exportent en Nouvelle-Guinée et leur vendent. Et il lui pose une question toute simple, il lui dit, oh, Jared, pourquoi c'est les blancs qui nous envoient du cargo qu'on doit acheter, nous, alors que nous, les noirs, on n'a rien, et on vend rien. Et en fait, sur le coup, ça l'a un peu interloqué comme question, puis il s'est mis à réfléchir. Et il s'est dit, peut-être que moi, si, du fait déjà de tout mon background scientifique, si je réfléchis à cette question de manière posée et avec une méthode scientifique, peut-être que je pourrais y arriver. Mais le problème, c'est qu'il faudrait que justement je fasse une espèce de syncrétisme de discipline. La chance qu'il avait, c'est que déjà lui, il avait plusieurs cordes à son arc. C'était pas juste un ornithologue ou un médecin, c'était un physiologiste, c'était un géographe, c'était un spécialiste de l'évolution. Et je crois même que à un moment donné, il s'est un petit peu aussi spécialisé en génomique. Donc, il avait quand même un spectre assez large. Et comme il le dit dans l'introduction, de toute façon, il est conscient que de toute façon, euh, à la limite, ça méritait presque un ouvrage collectif, mais il savait aussi que s'il proposait à différents confrères de faire une histoire de l'inégalité des sociétés à travers l'histoire, justement, peut-être que le livre ne verrait jamais le jour et il se heurterait invariablement à des dissensions, à des problèmes de vision, et que de toute façon, des fois, il vaut mieux, comme disait Léonard de Vinci, quoi, il vaut mieux être généraliste que spécialiste, parce que quand on est spécialiste de presque rien, on sait presque tout sur presque rien. Et en gros, de toute façon, il s'est dit que, puisque c'était un ouvrage de vulgarisation et que c'était aussi un essai, même pour lui, c'était presque un challenge d'essayer de trouver des solutions et une réponse à la question de son ami, il s'est dit qu'il allait s'atteler à la tâche tout seul. Alors peut-être que c'est de l'hubris, hein, peut-être que c'est de l'orgueil. Mais en tout cas, il a décidé de répondre à cette question en abordant différentes disciplines. Alors, bien sûr, je vais rentrer dans le détail. Hein. Là, pour une fois, je pense que ça va être un podcast un peu long. Il va bien sûr parler de l'histoire, il va parler de la géographie, de comment les continents ont un axe, par exemple, de circulation. Il va parler des moments où les différentes sociétés ont eu accès à la technologie, à l'agriculture, etc. Comment des gouvernements sont fondés, sont formés. Qu'est-ce qui a fait que certaines populations ont été immunisées contre certaines maladies et pas d'autres. C'est pour ça qu'en gros, en réalité, le titre anglais est bien meilleur, Guns, Germs and Steel, parce que c'est la réponse en réalité. Mais commençons par le commencement. On va aller piano doucement. Le premier angle d'attaque, c'est le fait que nous, les Homo sapiens, comme vous le savez certainement, on est sur la Terre depuis à peu près 300 000 ans. Notre ami Jean-Jacques Hublin, là, le grand paléoanthropologue, a découvert le fossile sapiens le plus ancien dans les montagnes marocaines, il n'y a pas si longtemps que ça. Et ils ont estimé la date de ce fossile à peu près 300 000 ans. Donc comme pour le reste de toutes les autres espèces humaines, que ce soit du genre Homo ou avant, hein, les australopithèques ou les paranthropes, etc., on est tous nés en Afrique. On va se focaliser sur notre espèce à nous, puisque c'est la seule qui est restée sur la planète, et que ce soit Yali ou Daimon, ils font tous les deux partie de l'espèce Sapiens. Et donc on va oublier les espèces précédentes. Et comme vous le savez, en 300 000 ans, déjà, il y a eu, au point de vue des aires géologiques, euh, il y a eu plusieurs glaciations, il y a eu le fait que pendant la majeure partie de ces 300 000 ans, Sapiens est resté en Afrique. Alors, pareil, il y a des dissensions sur les premières sorties d'Afrique, mais en gros, on va dire que
vers 60 000 ou 80 000, il était déjà au Moyen-Orient. Euh, les ossements les plus vieux qu'on trouve en Indonésie, c'est pareil, c'est aux alentours de 60 000. Justement, à l'époque du livre, il estimait que ils avaient atteint l'Australie à moins 40 000, et maintenant on sait que c'est un peu avant quand même, peut-être même 60 000. Pour ce qui est de l'Asie du Sud-Est et la Chine, bah, c'est quasiment au même moment. Pour l'Europe, pendant longtemps, le consensus c'était 40 000, par exemple, à l'époque du livre, mais par exemple, on sait maintenant qu'il y a eu des premières incursions de sapiens à 50 000 ou 55 000, mais qui ont été en fait sans lendemain, et que en réalité, la percée pérenne de sapiens en Europe, c'est plus aux alentours de 40 000. Et pour ce qui est du Nouveau Monde, alors je sais pas si vous avez déjà écouté d'autres podcasts, mais alors là, il y a beaucoup de polémiques. Pendant longtemps, la doxa officielle, c'était que euh, c'était pas avant 12 000 ou peut-être 13 000 parce qu'on avait trouvé au Nouveau-Mexique, à côté d'un village qui s'appelle Clovis, des artefacts qu'on avait datés à moins 12 000 et on estimait que au maximum on rajoutait 1000 ans en arrière et qu'ils étaient arrivés par ce qu'on appelle la Béringie parce qu'à l'époque de la dernière glaciation, le détroit de Bering était sec et que des populations est-asiatiques, enfin dans le sens plutôt sibérie quoi, avaient traversé le pont de la Béringie et étaient soit passés par un couloir entre les deux glaciers monumentaux là, d'Amérique du Nord, soit avaient longé la côte et ensuite s'était propagé dans les deux Amériques. Maintenant, on sait qu'il y a plusieurs sites qui prouvent que c'est bien plus tôt que 12 000. Il y a par exemple Bluefish en Alaska qui est à plus de 20 000. Il y a Monteverde au Chili qui est pareil aux alentours de 30 000. Il y a, on a trouvé des empreintes fossilisées à White Sands là, qui datent de 23 000. Euh, Au Brésil, il y a une grotte dont il parle aussi, alors qui fait polémique parce que ça va de 20 000 à 100 000 si on prend les charbons de bois, etc. En gros, on va dire que c'est au moins 30 000. Mais c'est pas grave. Tout ça, c'était pour vous brosser rapidement la, la- comment- la disparité des différents groupes humains euh, sur la planète à la fin de la dernière glaciation, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est l'histoire à partir de à peu près moins 12 000, moins 13 000, c'est-à-dire au moment où la dernière glaciation a eu lieu et où il y a eu le redout, et justement ensuite où le niveau de la mer a monté et où les populations humaines se sont trouvées fixées où elles étaient. Alors peut-être que je pars un peu dans tous les sens là, mais vous inquiétez pas, ça va faire sens. Donc, comme je vous le dis, la principale question c'est quoi? C'est pourquoi il y a de l'inégalité entre les différentes sociétés humaines, surtout aujourd'hui au XXe siècle, où en gros, un scientifique comme Jared Diamond qui a bénéficié de toutes les avancées justement technologiques, scientifiques, de toute l'histoire de l'humanité, arrive en avion en Papouasie, où il trouve euh, son ami Yali, qui est peut-être la première génération à, à ne plus être un chasseur-cueilleur en gros. Parce que par exemple, lui, il explique dans les années 60-70, quand il arrivait au début en Nouvelle-Guinée, il y avait encore il y avait même des tribus qui n'avaient même encore jamais vu l'homme blanc et qu'on dégoufferait encore. Donc la question c'est pourquoi? Pourquoi une telle disparité d'évolution entre différentes populations humaines? Par exemple les aborigènes, pareil en Australie, quand les Européens sont arrivés, par exemple les Indiens d'Amérique, par exemple l'Afrique, quand pareil le choc des cultures en Afrique noire quand les premiers Européens ont essayé de conquérir l'Afrique. Pourquoi? Pourquoi telle disparité d'évolution, on va dire technologique? Parce qu'on ne parle pas d'intelligence, c'est justement un des premiers écueils qu'on cherche à éviter avec ce livre, c'est que on part pas dans les idées racialistes, racistes, en disant que justement c'est parce que c'est des noirs, c'est parce que c'est des indiens, c'est parce qu'en gros c'est pas des blancs, et qu'en fait il y avait un déficit intellectuel qui a fait que c'est les blancs qui étaient les plus intelligents, et c'est pour ça que c'est eux qui ont conquis le monde en gros. Donc pourquoi on part de moins 13 000? Parce qu'avant, comme vous le savez certainement aussi, là on est dans l'ère quaternaire. Et qu'est-ce qui caractérise cette ère quaternaire? C'est une alternance d'air glaciaire et d'air interglaciaire. Donc en gros, il fait froid, il refait chaud, il fait froid, il refait chaud. Et la dernière ère glaciaire, elle avait duré 80 000 ans. Donc comme je vous le dis, nous, les Homo sapiens, on va dire qu'on est là depuis 300 000 ans. Pendant au moins
100-150 000 ans, on est resté en Afrique. Et de toute façon, au début, quand on a commencé à partir, on n'a pas été vers le nord, justement, parce que c'était plein de glaciers. On a plutôt été dans des latitudes qui étaient plus clémentes. Le truc, c'est que la plupart des paléoanthropologues, des scientifiques de l'évolution, ils estiment que même si, comme ils disent, c'était Sapiens, l'homme anatomiquement moderne, comme on dit, il a 300 000 ans, en réalité, par exemple, au niveau de la formation du cerveau, au niveau de la manière dont il fonctionnait, en gros, au début, on n'avait pas le même cerveau, quoi. Parce que justement, la question aussi qui est connexe à celle-ci, c'est si on est là depuis 300 000 ans, pourquoi ça fait que, en gros, 10 000 ans que on est civilisé? Pourquoi on n'a pas inventé des villes et à forger le métal et à construire des bateaux il y a 300 000 ans? Parce que pour la plupart justement, des scientifiques de l'évolution, jusqu'à il y a à peu près 50 000 ans, eh ben, on ne pensait pas pareil. En tout cas, on n'avait pas les outils cognitifs qui nous permettaient de ce qu'ils ont appelé justement, pour certains, le grand bond en avant, pour certains, le saut cognitif. En tout cas, la plupart des scientifiques estiment que c'est autour de moins 50 000. Maintenant, même ça, et là, c'est pas Diamond qui le dit, mais quand on lit pas mal de parutions, justement, paléoanthropologiques, on commence à avoir des doutes sur cette explication du bond en avant de moins 50 000. Mais bon, par exemple, Hublin, il a sorti un livre là, il y a 2-3 mois là, sur l'histoire du cerveau, en gros. Et il dit quand même qu'au début, il n'était pas formé pareil, en fait, notre cerveau. On n'avait pas les mêmes connexions, on n'avait pas la même plasticité. En tout cas, il a fallu du temps pour arriver à la manière moderne de régler des problèmes ou de voir le monde. Alors peut-être aussi que c'est dû au fait que, justement, après 50 000, c'était le moment où on s'était hybridé avec pas mal d'autres espèces. Comme vous le savez, quand Sapiens est arrivé en Europe, il a trouvé Néandertal, il s'est hybridé avec. Et on a tous entre 2 et 6% d'ADN, de gènes de Néandertal dans notre ADN. Pour ce qui est des Asiatiques, c'était Denisova, l'homme de Denisova, et c'est pareil, le même taux, et ça va jusqu'à 6% par exemple pour les aborigènes. Il n'y a pas si longtemps, il y a une équipe pareil de paléogénéticiens qui ont découvert qu'en Afrique, ils ont dû avoir, parce que les Africains par exemple, eux, c'est les seuls à pas avoir justement de gènes ni de Denisoviens, ni de Néandertal, parce qu'ils sont restés en Afrique. Et que ces deux espèces, elles ne sont pas rentrées en Afrique. Mais apparemment, quand on analyse le génome des Africains, on trouve pareil, entre 2 et 5% d'ADN d'une autre espèce, mais qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas encore trouvé. Et puis récemment, on a trouvé l'Homo naledi, là, en Afrique du Sud, qui apparemment est un chaînon plus que manquant, parce que là, il a des traits, des caractéristiques de plein d'espèces différentes, et on ne sait pas trop où le situer. Bref, c'est pas grave. Le truc, c'est qu'on reste avec Sapiens. Donc, pareil, il y en a qui pensent qu'aussi, c'est peut-être un apport des autres espèces humaines, parce que comme je vous le dis, là, on est la seule espèce humaine sur Terre depuis à peu près 14 000 ans, mais c'est la première fois que ça arrive sur l'échelle, justement la grande échelle du temps et de l'histoire du genre Homo. Avant, on partageait la planète avec plein d'espèces différentes. Au moins déjà les Denisoviens, les Néandertaliens, et même en Indonésie, là, parce que l'homme de Flores, apparemment, c'était moins 18 000, et l'homme de Luzin, c'est pareil, donc peut-être même au moins encore des espèces d'Homo erectus qui traînaient en Asie, sans compter toutes les espèces qu'on n'a pas encore trouvées. Donc, de toute façon, c'est des considérations paléoanthropologiques qui ne rentrent pas dans le bouquin, mais c'était pour vous brosser un peu le tableau. En gros, en tout cas, c'est à partir de moins 50 000 ans que Sapiens commence à faire un bond, déjà dans les technologies de l'époque, quoi. C'est le moment où on commence à voir justement les premières peintures rupestres, et tant en Europe par exemple qu'en Australie. Alors pareil, jusqu'à présent on pensait que c'était 40 000 ans maximum, les plus anciennes et tout, mais en Indonésie on commence à trouver des grottes où on trouve des peintures qui sont peut-être plus anciennes. Donc comme vous le voyez, ce type de science-là, en tout cas ce qui est la paléanthropologie, en fait on en apprend tous les jours. Là je viens de voir aux infos que euh, en Espagne, là, dans la fameuse grotte là, où on avait trouvé Homo antecessor, etc., on vient de trouver encore une espèce de mandibule, peut-être d'un Homo erectus de près de 1,2 million d'années ou un truc comme ça. Donc c'est la première fois qu'il y a Erectus en Europe.
Voilà, c'est lié aux découvertes qu'on fait. Le truc en tout cas, c'est que quand on a commencé donc à, à faire ce bond cognitif et qu'on a commencé, c'est pareil, c'est les premières sépultures, c'est donc les premières créations artistiques, même dans l'outillage. Euh, je pense pas que ce soit les premiers bifaces, parce que quand même les bifaces, ça fait un moment qu'on en a, mais il y a eu aussi une évolution dans l'industrie lithique. Mais on est quand même resté ce qu'on appelle des chasseurs-cueilleurs. Parce que voilà, le truc c'est que pendant la majeure partie de notre évolution, on a été des chasseurs-cueilleurs. Il n'y avait pas d'agriculture, on était ce qu'on appelle des bandes, et quel que soit l'endroit où on se trouvait sur la planète, on se baladait, on était des nomades, et on vivait sur le paysage, quoi. On chassait et on cueillait. Alors pareil, à la différence de ce que croyaient les scientifiques pendant longtemps, en réalité c'était peut-être un âge d'abondance pour l'être humain. Et c'était peut-être même un, un âge où on vivait mieux que maintenant. Alors il y a justement un archéologue, un anthropologue qui avait écrit un livre il n'y a pas longtemps qui s'appelait Âge de pierre, âge d'abondance. Et donc qui avait calculé que en réalité à l'époque des chasseurs-cueilleurs préhistoriques, en fait on travaillait 4 heures par jour et c'était suffisant pour qu'on se nourrisse tous et qu'on soit à l'abri en fait de, de la famine et qu'ensuite en fait on avait que du temps libre, on pouvait faire ce qu'on voulait. Donc c'était pas si mal. Et pareil, les dernières recherches sur ce qu'on appelle l'archéologie expérimentale, c'est-à-dire essayer de recréer les techniques dont disposaient nos ancêtres pour voir comment par exemple ils fabriquaient leurs vêtements, comment ils se nourrissaient, comment ils fabriquaient leurs abris. Et on se rend compte en fait que c'était super confortable, quoi, que dès qu'ils avaient inventé les aiguilles, le tannage de la peau et le fait de construire des abris, et bon, en fait, tant qu'il n'y avait pas un problème climatique, genre sécheresse ou inondation, ou, enfin en fait un problème qui faisait qu'ils devaient se sauver vite et trouver un autre endroit pour subsister, eh ben, ils vivaient plutôt bien. Et que quand l'agriculture est arrivée au début, bah, euh, même le rendement agricole était moins bon que le rendement de la chasse et de la cueillette parce qu'il fallait justement un temps avant que les cultures puissent devenir productives. Mais ça, on va y revenir. Donc on était au stade donc des chasseurs-cueilleurs pendant plusieurs dizaines de milliers d'années, même après le bond en avant cognitif. Le truc, c'est que il y a à peu près plus de on va dire 13 000 ans pour arrondir, euh, la dernière période glaciaire prend fin, et donc ça ouvre du territoire sur la majeure partie de la planète, parce qu'en réalité les glaciers au maximum de l'ère glaciaire ils sont descendus jusqu'au sud de la France, quoi. Et en Amérique pareil, enfin aux mêmes latitudes. Il y a toute une partie de la planète qui n'était pas accessible, quoi. À part pour nos amis néandertaliens qui, qui étaient apparemment super adaptés au grand froid. Et bon, ça n'a pas empêché. Et puis, même à l'intérieur de l'ère glaciaire, il y a eu des fluctuations qui faisaient que par moments, justement, euh, les Néandertaliens ou même les sapiens ont pu remonter parfois, pour les Néandertaliens, je crois, jusqu'au niveau de l'Angleterre, et même des steppes de Russie, et pour les sapiens, au moins dans le sud de la France, ou voire le milieu de la France, quoi. Mais c'est pas très important. Le truc, c'est que quand la dernière glaciation prend fin, on est à peu près à moins 13 000. À ce moment-là, au Moyen-Orient, il y a justement quelques bandes de chasseurs-cueilleurs, vers moins 12 000, moins 11 000, moins 10 000, commencent à s'établir dans cette région et commencent à se rendre compte que, bien qu'ils aient à leur disposition des troupeaux de millions de gazelles à l'époque, euh, on n'a peut-être plus besoin de trop bouger et qu'on peut peut-être sédentariser. Alors on n'est pas encore au stade des villages actuels, de l'agriculture, mais ils commencent à comprendre que il y a quelque chose à faire en restant dans le coin, en chassant la gazelle, en tout cas en ayant un habitat un peu plus pérenne. Le truc aussi, c'est que, à la différence de l'être humain d'aujourd'hui, euh, les êtres humains de l'époque, ils étaient super spécialisés, il n'y avait pas de distraction, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas les bouquins, et ils connaissaient leur environnement sur le bout des doigts. Donc ils connaissaient chaque type de plante, chaque type d'animal,
qu'est-ce qui était dangereux pour eux, qu'est-ce qui était bénéfique, qu'est-ce qu'on pouvait, même le genre de plantes qui étaient d'un premier abord toxiques, mais que on pouvait, soit par le fait de les laver, soit pour le fait de les faire bouillir, soit enlever le poison et ensuite les consommer, quel type de plante pouvait donner des fibres pour pouvoir faire des cordes, et ça c'est important aussi. En tout cas, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Moyen-Orient, là, au bout d'un moment, ils se rendent compte aussi qu'il y a certaines graminées, certaines plantes qui poussent en abondance, qui ont des graines, et qui poussent à certains moments de l'année, et dont les graines sont assez bonnes à manger, assez nutritives. Je vous la fais courte, et à peu près 10 000 ans, il y a ce qu'on appelle la révolution néolithique. C'est quoi la révolution néolithique? C'est le moment où, pour la première fois, des hommes inventent l'agriculture. Et cette invention de l'agriculture, pour ceux qui ne le savent pas, ça n'a pas été partout et en même temps. Il n'y a que à peu près 5 foyers sur Terre où des populations se sont mis à se sédentariser réellement, à créer des villages et à commencer à d'abord domestiquer des plantes et ensuite domestiquer des animaux. Et ça, pour Diamond, c'est le premier élément qui va donner justement une réponse à la fin à la question d'Yali. Alors, pour ceux qui je suis sûr que parmi vous, il y en a déjà plein qui le savent, mais les différentes régions où l'agriculture a été inventée, c'est d'abord ce qu'on appelle le croissant fertile. Alors pourquoi le croissant? Parce que c'est un arc de cercle qui part du golfe Persique jusqu'au Levant, justement. Alors ça englobe bien sûr la fameuse région entre le Tigre et l'Euphrate, là, à cheval sur l'Iran et l'Irak, pardon. Ça remonte jusqu'à la Syrie, ça redescend jusqu'à ce qui est aujourd'hui Israël, le Liban. Et avant, on incluait l'Égypte, mais justement, on pense que l'Égypte, c'était indépendant. On ne sait pas trop. En tout cas, soit ça inclut l'Égypte, soit, en tout cas, ces deux régions très voisines qui ont à peu près au même moment inventé l'agriculture. La deuxième région, et ça c'était à peu près il y a 10 000 ans, la deuxième région où on a inventé l'agriculture, c'est la Chine. Et en Chine, il y a deux foyers, la Chine du Nord, la Chine du Sud. Alors après, je vais vous dire quel type de culture ils ont inventé. Ensuite, il y a la Mésoamérique, c'est-à-dire le Mexique, il y a les Andes, et il y a l'Afrique subsaharienne, et il y a la Nouvelle-Guinée. Et c'est à peu près les seuls endroits sur la Terre où, alors ça n'a pas été au même moment. Le premier c'est le Moyen-Orient, ensuite c'est la Chine, ensuite ça descend un peu je crois en Nouvelle-Guinée, en Amérique c'est bien plus tard, et la région du Sahel c'est peut-être moins 5000 à peu près. Le truc c'est que ça n'a pas été les mêmes types de cultures pour toutes ces sociétés. Bien évidemment, c'est pas par rapport à la géographie, par rapport au climat. Le croissant fertile, ça a été l'endroit où les populations ont eu le plus de chance en fait. Parce que ils avaient à disposition, d'abord au niveau des plantes. À un moment, il y a un tableau dans le livre où d'autres scientifiques justement ont estimé par exemple que sur les 112 ou 113 plantes, en tout cas les graminées, pour donner des céréales, qui donnaient des... on va appeler ça des fruits, hein, mais c'est les graines. Les plus grosses et les plus nutritives, et ben, au Moyen-Orient, il y en avait 56, dont justement le blé et l'orge qui ont été les deux premières. Leur chance, ça a été que aussi, alors encore une fois, hein, je ne veux pas paraître pompeux, c'est juste pour donner des explications. Vous savez sans doute que la reproduction des plantes, il y a deux types, il y a des plantes hermaphrodites et des plantes justement où il faut qu'on pollinise en gros. L'avantage aussi pour ces populations, c'est que le blé et l'orge, par exemple, c'est des plantes hermaphrodites, ce qui faisait qu'en fait, au début, ils n'ont pas dû apprendre à polliniser les plantes. Et par exemple, pour ce qui est de l'ancêtre du blé, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils se sont attachés à cultiver cette céréale? C'est qu'ils s'étaient rendu compte, déjà comme je vous l'ai dit, ça poussait naturellement et en grande quantité, donc en gros ils récoltaient chaque année. Et ils commençaient déjà à consommer, et ils s'étaient rendu compte aussi que parmi tous les épis de blé, parce que l'ancêtre pour... Pareil,
excusez-moi, il y a des fois où je vais m'interrompre pour revenir en arrière parce qu'en fait c'est dense et que des fois j'oublie des, des informations. Pareil, aussi, une des chances qu'ont eu les habitants du Moyen-Orient, c'est que l'ancêtre de toutes les plantes qu'ils ont domestiquées était très proche des plantes actuelles. Ça n'a pas été le cas par exemple au Mexique où ce qu'on appelle la théocinthe, l'ancêtre du maïs, ça n'avait rien à voir avec le maïs d'aujourd'hui. Il a fallu des milliers d'années en fait pour le domestiquer. Mais pour le blé, la chance qu'ils ont eue, c'est qu'ils se sont rendus compte que le grain, bien sûr, il était protégé par une espèce de cosse, mais il y avait certaines variétés de temps en temps mutantes qui faisaient que, en fait, ça s'ouvrait et le grain tombait tout seul. Alors ils se sont dit, bah, on va favoriser ces mutants et on va les planter, comme ça on aura plus de facilité à récolter. Et comme ils étaient hermaphrodites, bah, donc ça se perpétue en fait. Dès qu'il y avait une mutation, du moment qu'on replantait les mêmes graines, on avait plus de chances d'avoir la même mutation qui se pérennisait. Ça a été pareil pour l'orge. Ensuite, ils poussaient ce qu'on appelle les plantes à gousse, genre les pois, les lentilles, etc. Et déjà, ça leur donnait beaucoup de protéines et une ration nutritive par jour qui était importante. Même si au début, bien sûr, ils complétaient ça avec la chasse, parce qu'ils n'avaient pas encore domestiqué les animaux. Pareil, une des choses qui a été super importante et qui les a lancés sur la voie de la domestication animale dès le début, c'est que ils ont bénéficié de d'espèces animales qui étaient entre guillemets faciles à domestiquer. Ils avaient les vaches, les moutons, les chèvres, plus tard les dromadaires ou les chameaux. Euh, L'Inde c'était en Égypte. Et donc c'est ça les principales, hein, je me trompe pas. Ouais. Alors que par exemple en Amérique, bah, il n'y avait pas d'animaux domesticables. En Afrique, pareil. Donc ils n'ont pas eu du bétail tout de suite. Donc ce qui fait que ça a été les premiers à avoir euh, l'alliance de la vraie agriculture, c'est-à-dire du bétail et des plantes à semer. Donc ça, c'est à peu près il y a 10 000 ans. Pour la Chine, c'est un tout petit peu plus tard. Dans Chine du Nord, ça a été le millet, beaucoup, et le blé. Et la Chine du Sud, ça a été le riz. Eux, ils avaient le porc, ils avaient l'équivalent des vaches après, genre les buffles d'eau, etc. Ce qui fait qu'eux aussi, très vite, ils ont pu avoir une vraie domestication, une vraie révolution néolithique. Alors, je parlerai ensuite des autres révolutions néolithiques, parce que celles-là, c'est les deux plus anciennes. Donc l'avantage d'avoir à disposition autant d'espèces tant animales que végétales, à disposition pour créer une vraie agriculture, ça a fait que ces villages-là, bah, ils sont développés, il y a eu une explosion démographique, il y a eu un excédent alimentaire qui a permis de faire en sorte que tout le monde ne soit plus justement dédié à la quête de nourriture. Donc, quand il y a excédent alimentaire, on peut avoir des spécialisations, c'est-à-dire généralement la première spécialisation c'est le chef, le roi, le prêtre, mais aussi les artisans qui pouvaient faire autre chose. Il y a aussi les soldats ou les guerriers au début. Donc, ça nous mène vers ce qui, au bout d'un moment, va devenir des États. Ce sera plus ni des bandes, ni des tribus, ni des chefferies, ça va devenir des vrais gouvernements. Et comme vous le savez, le croissant fertile, c'est l'endroit où la civilisation est née. Je vous en avais parlé dans l'histoire commence à Sumer, où, encore une fois, entre le Tigre et l'Euphrate, c'est là où il y a eu les premières villes. Alors, comme je vous le disais, Our, Ougarit, Akkad, tout ça. Et donc, bon, ça c'est bien plus tard, hein, c'est à peu près je sais pas, 5000 ans, 4000 ans, et après, vers 3002-3003, il y a eu la première écriture. Donc, la première chose qu'on peut conclure de juste ce début là, c'est que une population qui arrive à domestiquer tant des variétés végétales qu'ensuite des variétés animales, fait sa révolution néolithique, se sédentarise, crée des villages, crée des excédents alimentaires, donc crée des spécialités, au bout d'un moment, crée un proto-État, et ensuite crée ce qui va avec l'État, c'est-à-dire une administration centralisée, euh, de l'urbanisme, et à la fin de l'écriture, sans oublier ce qui se fait en parallèle de toute cette évolution de la technologie.
parce que dès le début, quand on commence à vouloir planter, ou à vouloir domestiquer, il faut qu'on apprenne à créer de nouveaux outils pour pouvoir justement semer, moissonner, faire, ensuite quand on domestique des animaux, créer des harnais, créer, pas la charrue, mais comment on appelle ça déjà? Si, ça, la charrue. Il est tard encore. Enfin bref, au début, on crée ce qui, tous les outils spécifiques qui vont avec l'agriculture, et puis de toute façon, au bout d'un moment, on arrive à la métallurgie. Alors, comme vous le savez au début, quand on dit paléolithique, néolithique, mésolithique, ça, dorialytique, donc c'est l'âge de pierre. Ensuite, il y a le cuprolithique, l'âge chalcolithique, c'est le cuivre, parce que c'est ce qui est le plus facile à trouver comme métal. Ensuite, on apprend à allier le cuivre avec de l'étain, donc ça devient du bronze. L'âge de bronze, c'est à peu près 2500 ans avant Jésus-Christ. Et au bout d'un moment, quand on a compris que avec la maîtrise du feu, justement, on peut faire des bas fourneaux, il y a l'âge du fer. Donc déjà, ça aussi, cette évolution dans la maîtrise de la métallurgie, eh ben, ça, plus la domestication, plus l'agriculture, plus la centralisation, plus la création d'États, plus l'écriture, en fait, ça crée une civilisation. Ça ne veut pas dire que cette civilisation, il y a, on va dire, moins 3000 ans, une fois qu'elle a fait tout ce cycle là, de moins 10 000 à moins 3000, on va dire, pour acquérir tout ça. Ça ne veut pas dire que, justement, 5000 ans plus tard, elle sera forcément dans les civilisations les plus fortes, mais en tout cas, elle prend un point de départ plus avantageux que d'autres. Parce qu'au même moment, sur la Terre, il y a encore la majorité des êtres humains qui vivent encore en tribu, voire en bande. Alors pour ce qui est des autres endroits où on a fait une révolution néolithique, déjà, un autre facteur qu'il faut introduire maintenant qu'on a parlé de ça, c'est, comme lui c'est un géographe, et c'est vrai que c'était intelligent de sa part de voir ça, c'est que sur Terre, les continents, ils ont des axes de communication. Et l'Eurasie, c'est-à-dire nous, on est là, de la façade atlantique jusqu'au Pacifique, et le Moyen-Orient, on va appeler ça l'Asie du Sud-Ouest, quoi. Et on prend l'Afrique du Nord avec parce qu'elle est reliée, et qu'ensuite il y a la barrière du Sahara qui fait que ça compte pas pour l'Afrique subsaharienne. C'est le seul continent, à part l'Australie ensuite, mais qui n'a pas les mêmes conditions climatiques, qui a un axe Est-Ouest. Ce qui fait que lorsque le Moyen-Orient, le croissant fertile, a fait sa révolution néolithique, en fait, il a fallu peu de temps, relativement parlant, pour que justement, de ces inventeurs, de ces précurseurs, en croissant fertile, l'agriculture se développe dans les deux sens. Alors pour ce qui est du Moyen-Orient, on va dire de l'Égypte, parce que je vous dis c'est vraiment 50-50, mais je pense qu'il a raison en réalité, vu qu'il y avait déjà des échanges et tout. On sait que les hiéroglyphes s'étaient faits indépendamment, mais c'est fort possible que l'agriculture ça vienne quand même du croissant fertile. On va dire en tout cas tout ce qui est de l'Afrique du Nord et au-dessus de ce qui est de l'Europe de l'Ouest, à partir de l'Anatolie jusqu'ensuite les Balkans, l'Europe centrale et ensuite l'Europe occidentale, ça a mis moins de 3000 ans pour partir du foyer du croissant fertile jusqu'à l'Atlantique, jusqu'à l'Irlande, pour que toutes ces sociétés adoptent l'agriculture. Par contre, ils n'ont pas inventé. Donc déjà, ça a permis à d'autres ethnies, à d'autres peuples, à d'autres tribus euh, de tomber dans un nouveau stade de l'évolution humaine, c'est-à-dire de faire leur révolution néolithique à eux. Dans l'autre sens, vers l'est, ça a été au moins jusqu'à la vallée de l'Indus, en traversant l'Iran. Et on sait que une des premières grandes civilisations, justement, c'est ce qu'on appelle la civilisation de la vallée de l'Indus. Eux, pareil, ils ont adapté les cultures de blé, d'orge et d'avoine, mais par exemple, les vaches, ils ont eu leur équivalent de zébu, là. Parce que pareil, il y a eu des paléogénéticiens, mais animaux, qui ont voulu savoir si toutes les espèces animales domestiquées venaient du même endroit. Alors, comme je vous l'ai dit, les vaches, les chèvres, les moutons, il y en avait dans le croissant fertile, quoique les chèvres et les moutons, je crois qu'ils viennent de un peu plus à l'est, justement, en Iran, comme ça, un truc. Mais comme c'était des sociétés qui communiquaient déjà, une fois que ils avaient domestiqué les premières vaches,
les moutons et les chèvres, c'est venu très vite. Pour l'instant, il n'y a pas encore de cheval, hein. Voilà, ça va être une autre innovation super importante. Mais en gros, justement, comme cet axe de communication était super fertile lui aussi, euh, les chèvres et les moutons sont venus un peu de l'Est, et ça a été adopté dans le Moyen-Orient, c'était déjà une trinité animale qu'ils ont exportée ensuite en Afrique du Nord. Les Égyptiens ont rajouté l'âne, et les Indiens ont domestiqué leurs propres vaches à eux, les espèces de zébus. En fait, tous ces bœufs, ces vaches, c'est des descendants de ce qu'on appelle les aurochs, euh, des espèces de bœufs géants là, qui existaient à l'époque préhistorique. Par contre, ça s'est arrêté justement au niveau de l'Inde, là, cette communication, parce qu'il y avait en gros l'Hindu Kush, l'Himalaya et tout ça, mais c'était pas grave parce que dans l'autre sens, dans l'est de l'Asie, il y avait la Chine qui avait fait sa révolution néolithique, et les deux foyers, comme je vous dis, du nord et du sud, finalement, très vite, parce qu'il y avait l'axe du fleuve jaune et du fleuve bleu qui faisait qu'ils communiquaient entre eux, très vite, ça a été plus qu'un seul foyer néolithique, et eux aussi, donc ils avaient le riz, le blé, le millet, et eux là-bas, en plus des vaches, ils ont eu le porc. Et justement, très vite, le porc a fait le chemin inverse dans l'autre sens, et les chèvres, les moutons, etc., ils sont arrivés aussi là-bas, mais un peu moins, quoi, parce que ils sont restés plus dans l'Asie centrale. Le truc, c'est qu'en moins de 3000 ans, de la Chine méridionale jusqu'à la Bretagne, tout le monde avait déjà des chèvres, des moutons, pareil, les poulets, c'était eux aussi en Asie, des poulets, des vaches, euh, donc comme race animale, et tout le monde avait du blé, du millet, de l'avoine, de l'orge. Bon, le riz, c'est resté cantonné longtemps en Asie. Mais en tout cas, ça veut dire que dans toute l'Eurasie et l'Afrique du Nord, la révolution néolithique, elle a pris moins de 3000 ans. Et ça, c'est très important. Parce que le truc aussi, c'est que une des choses qui a fait que ces peuples eurasiatiques ont ensuite été les premiers à avoir des civilisations et on verra ensuite à s'exporter, etc., c'est que un des cadeaux que nous ont fait nos amis les animaux, une fois qu'on les a domestiqués, ce sont les germes, justement, ce sont les maladies. On estime justement que tant qu'il y avait des tribus de chasseurs-cueilleurs, il y a eu très peu d'épidémies, de maladies. Bien sûr, il doit en avoir, parce que toutes les espèces animales ont des maladies propres à leur espèce, mais euh, toutes les maladies modernes, entre guillemets, c'est des maladies qui ont fait le saut, le bond entre les animaux et les humains. En tout cas, les maladies contagieuses, les maladies qui peuvent créer des épidémies. Donc la rougeole, la grippe, la variole, la peste, toutes ces maladies, ils ont fait le bond entre les, les animaux, parce que, comme vous le savez au début, les premiers agriculteurs, ils vivaient avec les animaux, ils dormaient avec eux, au-dessus de l'étable ou dans une pièce adjacente. Et de toute façon, ils les côtoyaient 24 heures sur 24. Et l'hygiène n'était pas forcément. Il n'y avait pas d'antisepsie, quoi. Ils avaient les mains dedans, quoi. Donc, ils ont développé, au bout d'un moment, une immunité, ou en tout cas une résistance à tous ces germes. Et pendant des milliers d'années. Donc ça, c'est pour ça Guns, Germs and Steel. Donc une fois qu'on a posé ce comment dirais-je, ce paysage de base là, on va dire, on en est peut-être à moins 3000 là, on a fait un grand bond, hein, de moins 13 000 à moins 3000. Dans tout ce qui est l'Eurasie, on est à peu près au même niveau. On est dans de l'urbanisme métallurgique, avec euh, des États qui sont devenus presque, pour certains en tout cas, qui ont déjà commencé leur ascension pour devenir plus que des royaumes, voire des empires. Comme je vous le disais, Sumer, Akkad, c'était des empires déjà. Pour ce qui est des autres foyers de révolution néolithique, comme je vous l'ai dit, il n'y en a pas beaucoup. Il y a le Sahel. Donc le Sahel, c'est la bande qui est juste en dessous du Sahara. Là-bas, ils avaient du sorgho et ils avaient du riz asiatique. Alors ils ont pareil, à peu près à moins 3000, moins 4000, ils ont commencé à comprendre qu'ils pouvaient adapter les semences sauvages pour qu'elles aient un meilleur rendement et qu'elles deviennent plus grosses.
Le truc, c'est qu'ils n'avaient pas d'animaux domestiques. Ils sont arrivés justement par le biais des communications avec euh, le Moyen-Orient. Le truc, c'est que ça passait par l'Éthiopie, l'Égypte, mais c'est arrivé quand même assez vite. Le truc, c'est que là, on va avoir une première barrière géographique et climatique qui fait qu'ensuite, l'agriculture est devenue impossible, par exemple, pour eux. Donc les premiers Sahéliens qui ont commencé à développer l'agriculture, au bout d'un moment, ils ont eu à disposition des vaches, du bétail. Donc ils ont commencé à avoir une économie aussi qui était pastorale. Et ils ont voulu, comme toutes les populations, agrandir leur territoire, avoir de nouveaux pasturages. Ils ont voulu descendre vers le sud. Le truc, c'est qu'à un moment donné, on est arrivé à la barrière tropicale. Et le bétail, il n'était pas acclimaté, surtout à tout ce qui était maladie qui était transmise par les moustiques ou surtout les mouches tsetse. Donc le bétail a été décimé. Et ils ont perdu le bétail pour un long moment. Et ils n'ont pas pu, pareil, parce qu'en réalité, toute cette bande eurasiatique, comme je vous le dis, c'est aussi un régime saisonnier, où en gros, il pleut en hiver, il fait chaud en été. Et toutes les semences étaient adaptées à ce type de climat. C'est pour ça que jusqu'à la bande sahélienne, ça allait, mais après, plus bas, c'était pas possible. Dans l'autre sens, de l'autre côté là, de l'Eurasie, quand justement les types d'agriculture sont descendus de la Chine méridionale vers l'Asie du Sud-Est, et qu'on arrivait justement à la barrière tropicale, pareil, à part le riz, qui a pu s'adapter au Vietnam par exemple, mais dès qu'on est descendu un peu plus bas, par exemple pour ce qui est justement de la nouvelle, la Papouasie, la Nouvelle-Guinée, là où il y avait Yali, ça a été impossible de, de développer ce type d'agriculture. Par contre, euh, par ce qui est de ce qu'on appelle l'immigration austronésienne, je vous en parlerai après de ce peuple parce que c'est important, le porc, et je crois le poulet aussi, a réussi à faire son introduction dans les tribus tropicales justement de cette bande-là, Indonésie, Bornéo, Sumatra, tout ça. Donc on pourrait se dire, bah alors donc dans cet endroit, c'est des jungles équatoriales. Pour ce qui est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, en plus le problème c'est qu'il y a les hautes terres et les basses terres. Les hautes terres, il y a même des glaciers. Alors ça paraît contradictoire, hein, mais ça va tellement haut qu'il y a un changement climatique de fou entre les hautes terres et les basses terres. Le truc c'est que ces populations, quand elles sont arrivées, hein, ce qui a donné aujourd'hui les Papous, elles ont quand même réussi à développer un type particulier d'agriculture. Ça a été l'igname, le taro, la banane et la canne à sucre. Donc, ils ont réussi à faire des champs, à avoir une production. Et donc, ils font partie des foyers indépendants de création de l'agriculture. Ils ont eu ensuite, parce qu'il n'y avait pas d'animaux à domestiquer, ils ont eu ensuite le poulet et le cochon. Et donc, pendant des milliers d'années, le truc, c'est qu'ils étaient isolés par contre. Il y avait une barrière vraiment. Et l'agriculture, en plus, elle a marché que à une certaine altitude, on va dire entre 1200 et 2400, je crois, parce que ceux de la côte, c'était pas possible. Le climat était déjà différent, et on pouvait plus avoir ce type d'agriculture, et plus haut, c'était pas possible non plus, il faisait trop froid. Donc déjà, au sein même de ces îles-là, il y avait soit les tribus côtières qui étaient en gros des pêcheurs et des chasseurs-cueilleurs, soit les tribus de l'intérieur des terres qui avaient quasiment pas de contact avec les autres et qui étaient des agriculteurs, mais par contre qui sont restés au stade paléolithique en ce qui concerne les outils, par exemple. Eux, ils n'ont jamais développé la métallurgie. Si on fait le tour du monde, on se retrouve au dernier foyer qui a inventé indépendamment euh, l'agriculture, c'est la Mésoamérique et les Andes. Donc là, ça arrivait plus tard. Pourquoi? Parce que là, on est dans un climat totalement différent. Au niveau des plantes domesticables, bah, c'était pas du tout l'abondance comme en, en Eurasie. Il n'y avait pas de blé, il n'y avait pas d'avoine, il n'y avait pas d'orge, il n'y avait pas. Quand je vous disais qu'il y avait 56 espèces là où il y avait des graines grosses et tout, eux ils n'avaient pas ça. Donc au début il n'y a pas eu de maïs déjà. Et c'est aussi pour ça que eux c'est arrivé pas à moins 8000 ou moins 10 000, c'est arrivé genre à moins 3000 parce qu'il a fallu des milliers d'années pour acclimater des espèces végétales. Le truc c'est que
Pour ce qui est du Mexique, nous on pense tout de suite au maïs, mais comme je vous le disais, la théocinthe, l'ancêtre du maïs, il a fallu, en fait c'était des génies, on se rend pas compte, mais si vous tapez sur internet théocinthe et que vous voyez à quoi ça ressemble la théocinthe, le mec a eu l'idée d'adapter ça, c'est incroyable quoi, mais ils ont mis la plupart justement des biologistes, des archéobiologistes là, ils pensent qu'il a fallu des milliers d'années pour arriver à du maïs performant quoi. À côté de ça, bien sûr, il y a la sainte trinité enfin, avec le maïs, la courge et les haricots. Alors il y a eu aussi les piments, et pour ce qui est des Andes, il y a eu la patate, les pommes de terre. Et eux, par contre, ils ont réussi à domestiquer la seule espèce animale qui était possible, c'était le lama. Et l'alpaga, son cousin. Par contre, les Mexicains, ils ont pu domestiquer que le cochon d'Inde et je crois le canard de Barbarie. Et alors pourquoi, pareil, pour ce qui est de l'Amérique du Nord, il n'y a pas eu d'agriculture de révolution néolithique? Le truc, c'est que déjà, à la différence de l'Eurasie, justement, l'axe géographique de l'Amérique, c'est nord-sud. Et par exemple, entre les Andes et le Mexique, il y a 1100 km, je crois. Mais par contre, dans ces 1100 km, il y a des déserts, des montagnes, de la forêt équatoriale, c'est mort. Par exemple, le lama, il est jamais arrivé au Mexique, et le maïs, il est jamais arrivé dans les Andes. Donc il n'y avait pas cette communication qu'il y avait en Eurasie. Donc ça, déjà, ça les a pénalisés. Ils n'avaient pas autant d'espèces, ni animales, ni végétales, pour développer une agriculture aussi importante que celle de l'Eurasie, par exemple. Pour ce qui est de l'Amérique du Nord, c'est pareil, en fait. Euh, Entre le Mexique et, par exemple, la Californie, où il y avait un climat qui était quasi méditerranéen, ou l'Amérique du Nord-Est, pareil, il y avait des déserts, il y avait des chaînes de montagnes, il y avait différents climats qui faisaient que c'est pas arrivé tout de suite. Par contre, les Amérindiens du Nord-Est, ils avaient commencé à essayer de domestiquer des plantes. Le truc, c'était que c'était des plantes qui... Il y avait une espèce de plante qui ressemble, qui est de la famille de la marguerite, je crois qu'il y avait de toutes petites graines. Et il y avait, bon, ils ont réussi à domestiquer le tournesol. euh, il y avait aussi une autre plante endémique. Mais en fait, le rendement il était tellement aléatoire qu'ils ont continué à se tourner vers la chasse et la cueillette. Et c'est pour ça en fait qu'on se rend compte que c'est pas une question d'intelligence. La plupart des peuples qui n'ont pas eu de révolution néolithique, c'est qu'en fait ils se sont rendus compte que dans l'environnement il n'y avait aucune espèce qui se prêtait à l'agriculture en réalité. Par contre, la chance qu'ils ont eue, les Américains du Nord-Est, c'est qu'il y avait quand même des routes commerciales entre la Mésoamérique et l'Amérique du Nord, et au bout de plusieurs milliers d'années, le maïs est arrivé. On va dire, par exemple, au tournant de notre ère, est arrivé en Amérique du Nord. Le problème, c'est que c'était un maïs qui était adapté aux conditions quasi tropicales du Mexique, quoi, et pas aux rigueurs du froid de l'hiver des des Amérindiens du Nord-Est. Donc la performance de ces Indiens, ça a été le fait ils ont mis au moins 500 ans à adapter ce maïs endémique du Mexique à une variété qui pouvait supporter les rigueurs du climat nord-américain. Donc à la fin, il y avait cette fameuse trinité courge, haricot, maïs, quand les colons européens sont arrivés, on trouvait dans tous les villages amérindiens. Par contre, dès que les Amérindiens du Nord ont réussi à avoir cette trinité-là, agricole, pareil, il y a eu un boom démographique, et ça a permis à la plus grande civilisation d'Amérique du Nord de se développer. Ça a été, alors on l'appelle soit la civilisation du Mississippi, soit la civilisation des Mound Builders, les bâtisseurs de tumulus. Et en fait, euh, il y a plein de gens qui connaissent pas cette civilisation, mais par exemple, il y avait une ville qui s'appelait Kayake, où il y avait une pyramide, mais en forme de tumulus, qui avait une base aussi grande que celle de la pyramide de Khéops, par exemple. Et c'est une civilisation, je crois, qui est aux environs de 900, qui s'est développée dans tout le bassin du Mississippi jusqu'au nord-est américain, et qui était en plein essor quand les premiers colons sont arrivés, mais qui ont été fauchés par le choc microbien. On y reviendra plus tard. Donc voilà, ça c'est tous les endroits où l'agriculture a fait son apparition en premier. Donc,
Pour l'instant, ça répond toujours pas au fait de pourquoi c'est pas les papous qui ont du cargo. Mais bon, on avance. Le truc ensuite, c'est que pour ces populations qui avaient réussi à faire le premier bond de la domestication et de l'urbanisme, ça leur a donné un avantage par rapport aux populations voisines qui l'avaient pas, parce que elles étaient structurées. Et ça leur a aussi donné une capacité d'innovation et de technologie qui était plus importante. Pourquoi? Parce que c'était des populations qui croissaient de manière exponentielle. Comme dit Diamond, plus il y a de gens, plus il y a d'innovateurs possibles. C'était des populations en plus, surtout pour ce qui est de l'Eurasie, qui avaient des échanges commerciaux, des échanges même militaires, des échanges de conquête, qui faisaient qu'il y avait un brassage incroyable d'informations, de techniques, et que ça a été ininterrompu depuis le début. Donc, il y a eu l'agriculture, il y a eu l'écriture, il y a eu la métallurgie, il y a eu ensuite par exemple, les bateaux, il y a eu tout ce qui était technologie militaire. Par contre, ça s'est pas fait partout, encore une fois. L'Eurasie, c'est un phénomène unique, parce que justement il y a cet axe Est-Ouest. Pour ce qui est par exemple des Américains, enfin des Indiens d'Amérique, on sait que donc il y a eu un retard du fait de la position géographique des différents peuples, des différentes sociétés qui ont essayé de se développer en Amérique. Donc déjà la révolution néolithique, elle s'est faite plus tard. On va prendre les deux plus grandes, les deux plus connues, là, les Incas et les Aztèques. Par exemple, eux, ce qui est incompréhensible, c'est que la métallurgie, ils l'ont pas développée. Ils connaissaient pourtant les métaux, l'argent, l'or, le cuivre, mais pour eux, c'était de la joaillerie, c'était des bijoux, quoi, en gros. Quand les conquistadors sont arrivés, au mieux, il y avait du cuivre sur certains gourdins, et certaines découvertes archéologiques laissent à penser que peut-être les Aztèques étaient arrivés au stade où ils avaient peut-être compris comment on faisait du bronze. Mais bon, dans les faits, il n'y avait pas d'épée en bronze. De toute façon, c'était pas suffisant pour arrêter les Espagnols, mais bon. Pour ce qui est de l'écriture, c'est pareil. On sait que les Aztèques ils avaient une écriture à eux, mais elle n'était pas, par exemple, pour ce qui est des civilisations eurasiatiques, il arrive à un stade où tout le monde maniait l'écriture. Du paysan au chef d'État, bien sûr, il y avait beaucoup d'analphabétisation, mais ça permettait une diffusion de l'information qui n'avait rien à voir avec des sociétés sans écriture. Et aussi un archivage des informations et des connaissances. Ça a été important, ça. On peut parler de la bibliothèque d'Alexandrie ou de celle de Chine, ou que sais-je encore. Le truc, c'est que, par exemple, pour les Aztèques, à part pour les prêtres et l'élite, la plupart des gens n'avaient pas accès à l'écriture. Pour les Incas, c'est encore pire. Alors, il y en a plein qui ont négligé le fait qu'il y avait les quipus. Et au début, on pensait que c'était juste une espèce de boulier pour la comptabilité, mais maintenant on se rend compte que c'était aussi une forme d'écriture. En tout cas, on pouvait communiquer avec, mais bon, c'était pas du niveau euh, de, des écritures alphabétiques, quoi. Et ça, pareil. Le fait aussi qu'on soit passé d'une écriture cunéiforme ou hiéroglyphique au début au Moyen-Orient, ça a duré des milliers d'années. Ensuite, c'était pas pratique. Il y a eu ce qu'on appelle d'abord des logogrammes, c'est-à-dire des signes qui signifient un nom, un mot. Après, il y a eu des syllabaires, par exemple, comme en Crète, ce qu'on appelle le fameux syllabaire B, qu'on a mis du temps à déchiffrer. Et ensuite, avec les Phéniciens, il y a eu le premier alphabet qui a été repris, et en fait, c'était la manière la plus simple d'écrire. Le fait aussi, justement, qu'il y a eu cette évolution dans la manière de créer l'écriture et la manière d'écrire, ça a créé une dynamique tout autre. Parce que c'était facile ensuite d'écrire, c'était facile de diffuser l'écriture. Et pareil, il y a eu aussi les différentes inventions. Au début, c'était du papyrus. Ensuite, on a perdu le papyrus. Ça a été des,
parchemin, mais en Chine ils ont inventé le papier est arrivé vite quand même, ensuite au Moyen-Orient et ensuite en Europe de l'Ouest, donc pareil, c'était facile de stocker l'information. Et ça va être quelque chose de très important pour la suite. Donc, à nouveau, on laisse l'Eurasie sur cette lancée et on se penche sur le dernier continent dont on n'a pas parlé, qui est l'Australie. L'Australie, c'est un truc de malchance de fou. Parce que c'est un des continents qui a été peuplé le plus tôt, comme je vous l'ai dit, peut-être il y a moins 60 000. Mais le problème, c'est quand les premiers sapiens sont arrivés, alors vous allez me dire, ouais, c'est un continent à part entière, qui est super grand, qui est même isolé, ils auraient pu avoir une civilisation unique, originale, etc. Le truc, il y a plusieurs choses. J'ai oublié de vous dire que justement après la première glaciation, euh, il restait ce qu'on appelait la mégafaune. La mégafaune, c'était les mammifères qui avaient une taille géante, les mammouths, les ours des cavernes, les aurochs, les élans géants, etc. Les paresseux géants en Amérique du Sud. Le truc, c'est que très vite, cette mégafaune a disparu. Alors au début, on a dit que c'était justement à cause du changement climatique induit par la- le réchauffement. On a dit que c'était des virus. Et finalement, on pense tous maintenant que c'est en fait c'est les hommes, quoi. Justement, quand ils se sont mis à pouvoir se balader un peu plus du fait de la fonte des glaces et qu'ils ont trouvé partout euh, des animaux super balèzes et qui n'avaient pas encore d'agriculture, et ils les ont découpés tous. On a l'exemple par exemple des Maoris quand ils sont arrivés en Nouvelle-Zélande, il y avait ce qu'on appelle des moas, qui étaient des espèces d'autruches mais géantes quoi. Il a fallu même pas 2 générations pour que ce soit éteint. Pareil en Amérique du Nord, en fait on a en fossile, il y avait 2 types de mammouths quoi, un mammouth et les mastodontes, il y avait des chameaux, il y avait des chevaux, il y avait euh, plein de mammifères géants, mais ils sont tous morts parce qu'ils les ont découpés pareil. Et donc en fait dans le monde entier la mégafaune a disparu. En Australie pareil, au début quand ils sont arrivés il y avait des kangourous géants, il y avait des lions marsupiaux, mais ils n'ont pas tenu longtemps. Mais le problème de l'Australie c'est que à part au nord-est, au sud-est, mais c'est des pointes, hein, et au sud-ouest c'est un grand désert en gros. C'est un désert aride sur des milliers de kilomètres, et même s'il y a un axe est-ouest ou nord-sud, ce que vous voulez, en fait c'était très peu propice à développer quelques types déjà d'agriculture, mais même de subsistance. On a critiqué les aborigènes souvent en disant qu'on les a trouvés en bandes minuscules qui erraient à travers. Mais en fait, c'était justement le choix le plus intelligent. C'était parce qu'en fait, ils pouvaient pas avoir de population trop grande pour chaque tribu, en gros, parce que sinon il n'y avait pas assez. Et il y avait des événements climatiques euh, abruptes qui arrivaient souvent, des sécheresses, des inondations, et ils ne pouvaient pas non plus avoir forcément des camps ou des endroits pérennes tout le temps. C'était mieux pour eux de bouger. Il n'y avait aucune espèce de plante à cultiver. C'était mort. Ils pouvaient que chasser et cueillir. Et en plus, pas grand-chose. Les seuls cas où on a vu un ersatz de révolution néolithique, c'était dans le sud-est, où justement il y avait un régime de pluie et c'était un peu plus verdoyant, on va dire. Et en fait, ils se sont mis dans la pisciculture. Ils ont creusé des canaux, des étangs, il y avait un système de filets, et ils élevaient des anguilles en gros, et ils étaient sur la pente ascendante, mais bon, il leur a fallu 60 000 ans, c'est incroyable. Et en fait, c'est pour ça que, en fait, ils ont stagné d'un point de vue technologique, mais c'est parce qu'en fait, c'était la seule survie possible. Ils pouvaient rien faire. Paradoxalement, euh, c'était un continent qui était riche en minerais, qui avait des climats méditerranéens qui pouvaient permettre l'agriculture, mais seulement avec des espèces végétales qui venaient de climats méditerranéens. Elles n'étaient pas endémiques. Donc c'est pour ça que quand les Blancs sont arrivés, bon déjà comme d'habitude ils ont massacré tout le monde, mais ils ont pu avoir une agriculture équivalente à celle de l'Europe, mais c'est parce qu'ils ont amené avec eux la technologie et les semences. En réalité, les aborigènes, ils ont tiré le meilleur possible de ce de ce qu'il y avait en Australie.
Donc déjà, ça fait pas mal tout ce que je vous raconte, mais on est encore loin du compte. Hein. Ah, ça fait 1h04, franchement c'est pas mal. Donc, on avance un petit peu dans l'histoire. Et il y a à peu près 4000 ans, pour en revenir à l'Eurasie, voilà, 4000 ans même, un peu plus, 5000. Entre 4 et 5000, il y a eu des inventions extraordinaires. La domestication du cheval, qui a tout changé. Très vite, la roue, parce qu'on a fait des chariots. Et la roue, ensuite, vous savez, c'est pas que les chariots, hein, c'est les meules, c'est les engrenages, c'est tout ce que vous voulez. Et en fait, ça a permis un autre bond, un bond civilisationnel, mais un bond de conquête, un bond de facilité de transport, jusqu'à il y a encore 2 siècles, c'était le cheval, quoi. C'est avec le cheval qu'on a tout fait, qu'on a tout conquis. Et la roue a fait que la technologie aussi a avancé. Alors, en fait, j'avance un peu plus vite parce que je vois que ça fait 1h05 et peut-être vous en avez marre. Mais en gros, parce qu'aussi, avec la roue, je pense à un autre effet. Par exemple, les Aztèques avaient inventé la roue, mais ils s'en servaient que pour des jouets pour enfants. Ils se sont même pas servis, par exemple, comme pour la Chine, pour faire des brouettes. Ça, je me suis toujours demandé pourquoi. Pourquoi bah, faire des brouettes, au moins c'est mieux que charger sur le dos d'un homme. Mais bon, ils ont abandonné. Et en fait, ça montre aussi que parfois il y a des setbacks. Il y a des peuples qui abandonnent euh, certaines innovations parce que, pareil, l'environnement fait que ils n'ont pas besoin ou c'est trop coûteux pour eux. Par exemple, les aborigènes, ils ont abandonné les arcs et les flèches. Ils en sont restés au boomerang, au gourdin et à la lance, alors qu'ils la connaissaient avant. Pareil pour certaines tribus polynésiennes, ils ont abandonné les arcs et les flèches, alors que c'est le truc de base de toutes les civilisations de chasseurs-cueilleurs. Et en réalité, là, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais faut que je vous laisse aussi un peu de quoi grignoter dans le bouquin, vous inquiétez pas, il est super dense le bouquin. Et en gros, en gros, ce que veut dire la thèse de Diamond, c'est que le fait que ces populations, surtout eurasiatiques, ont bénéficié d'un climat, d'espèces animales et végétales, de cet axe est-ouest, déjà à la base, donc favorable, pour créer les premières sociétés agricoles. Ensuite, ils ont bénéficié du cheval, parce que pareil, le cheval, c'est qu'en Eurasie. Parce que ça aussi, c'était une chance. En Amérique du Nord et du Sud, il n'y avait pas de cheval ou d'animal qui pouvait faire office de cheval. Parce que les seules autres montures, c'est les dromadaires ou les chameaux, mais pareil, c'était l'Eurasie. Pour l'extrême nord, avec les lapons par exemple, il y a les rennes, mais bon, c'était vraiment un épiphénomène. Et en Asie, il y a les éléphants, mais les éléphants en fait, ils sont jamais réellement domestiqués, ils sont apprivoisés. Et pour ce qui est des éléphants africains, on a longtemps cru cannibales, ça c'était des éléphants africains, mais en réalité c'était des éléphants d'Asie, parce que depuis la conquête d'Alexandre, il y avait un commerce justement d'éléphants asiatiques vers l'Afrique. Enfin bref, par exemple en Afrique, on pourrait dire qu'il y a le zèbre, ou peut-être qu'on aurait pu domestiquer, je parle les rhinocéros ou les hippopotames pour monter dessus. Mais non, par exemple le zèbre, c'est la seule espèce d'équidé qui, si on essaye de la domestiquer, elle est prête à ruer contre un mur jusqu'à la mort. Et alors que pourtant il y a plusieurs sous-espèces chez les zèbres, mais il n'y en a aucune qui est domesticable. Donc par exemple les Africains, ils n'ont jamais pu bénéficier de montures. La seule exception, mais je crois que ça a été très récent, je crois que c'est quand les Européens sont arrivés, c'est les fameuses courses d'autruches là. Alors peut-être que s'ils avaient capté qu'on pouvait domestiquer des autruches, mais pareil, je crois que c'est des animaux assez compliqués à maîtriser. Et justement, en Afrique, on a juste pu parfois domestiquer. Pas les éléphants, mais par exemple, on sait que les Égyptiens ont domestiqué des guépards ou des girafes, mais ça n'a jamais été des animaux qui auraient pu servir de transport en fait. Bah, pour l'Amérique, c'est pareil, que ce soit le sud ou le nord, c'est ce qui les a pénalisés. Les Incas, ils ont réussi à contourner ça avec ce qu'on appelait le chemin de l'Aca. Ils avaient des coureurs, mais bon, quand les Espagnols sont arrivés, ça servait à rien de courir contre des chevaux. Pareil pour l'Amérique du Nord. Et donc, pareil, les autres continents, ils ont eu en fait une malchance. Ah, je vous parle même pas de l'Australie. Ils n'ont pas réussi à domestiquer une espèce animale qui était équivalente au cheval. Ça a joué grandement dans l'évolution de ces sociétés.
Donc je fais encore un bond. On arrive à un moment des conquêtes, justement, des grandes découvertes, comme on dit. Quand Pizarro arrive avec 164 hommes dans les Andes, juste avec 164 hommes, bien sûr, avec la technologie de la métallurgie, le fait que les Chinois ont inventé la poudre, que c'était en Eurasie, que ça s'est développé jusqu'en Europe, et qu'ils ont inventé des caravelles, des bateaux, là, parce qu'ils ont bénéficié de toutes les inventions de tous les empires précédents. Ils sont arrivés, ils ont réussi à faire le tour de l'Amérique, arrivé au Pérou, avec des armures en acier, des épées en acier, des canons, de la poudre, des fusils, et surtout, 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 les microbes. Donc ça nous renvoie déjà à Colomb avant, quand il est arrivé en 1492. Vous savez qu'il y a eu le choc microbien. Déjà quand il arrive à la Hispaniola, là, ce qui est Saint-Domingue d'aujourd'hui, en réalité, dès qu'il a posé le pied, c'était une île qui était super peuplée, plus d'un million d'habitants, parce que si on compte les deux Amériques, quand Colomb est arrivé, il y avait autant de population qu'en Europe. Il y avait à peu près 70 millions. Et 95% de la population de l'Amérique dans son ensemble a été décimée, soit par le choc microbien, soit par les guerres, soit par l'esclavage. Donc voilà une des raisons principales qui fait que c'est pas les Indiens qui ont découvert, qui ont fait du cargo, c'est les Européens. La première arme en réalité c'est les germes que leur avaient donné les animaux qu'ils avaient domestiqués 10 000 ans avant. Vous vous rendez compte, 10 000 ans avant, des trucs microscopiques, aucun d'entre eux n'avait l'idée que ça allait jouer un rôle tellement important dans la conquête du monde. Mais en réalité, par exemple Pizarro, justement, quand je vous dis, parce que d'abord Cortés qui est arrivé, hein. Cortés pareil, il arrive avec 600 hommes au Mexique, et déjà, comme il y avait l'arc des Caraïbes, que Colomb avait visité, les maladies, hein, la variole, la grippe, tout ça était déjà arrivé en Amérique centrale, et avait déjà commencé le travail de sape. Mais juste ces 600 hommes là, quand ils arrivent, ils s'allient avec des Mayas et d'autres tribus qui voulaient pas pu être sous le joug des Aztèques. Euh, Au début, on sent pas trop, mais ils se font repousser une fois. Mais quand ils reviennent, en fait, il y a une épidémie de variole qui tue même l'héritier de Montezuma, qui était son frère. Et c'est pour ça qu'en fait, ils arrivent à contrôler tout le Mexique. Pizarro, pareil, comme je vous dis, quand il arrive ensuite dans les Andes, il est qu'avec 164 hommes, ou 167, je sais plus. Et ok, au début, il en tue avec les fusils, les canons, etc. Mais pourquoi il trouve une société andine faible? C'est parce qu'il y a eu une épidémie justement qui est passée par l'Amazonie, qui prouve qu'il y avait des canaux commerciaux, et c'était les mêmes germes qu'avaient apporté Colomb et Cortés. Et cette épidémie avait créé aussi une guerre civile qui faisait qu'il y avait deux héritiers justement de, pour le trône qui se battaient, et ça a été très facile pour Pizarro de jouer de tout ça et de prendre le pouvoir. Et ça a été la même chose pour l'Amérique du Nord. Quand je vous parlais tout à l'heure de la société du Mississippi des Mound Builders, le paradoxe c'est que quand des Occidentaux, même anglais et français, sont arrivés dans le Mississippi, les villes étaient déjà... Parce qu'ils avaient des villes, j'ai oublié de vous le dire, ils avaient des villes, des vraies villes. En fait, elles étaient déjà détruites. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu une expédition d'un mec qu'on appelle De Soto, et ensuite d'un mec qui s'appelle Cabeza de Vaca, deux conquistadors en Floride, où ils avaient fait des massacres, mais ils avaient laissé des conquistadors malades. Et en fait, les germes s'étaient tellement propagés que quand ils sont arrivés, des autres, je crois que c'était 60 ans après, les premiers, encore des Espagnols, mais ensuite les Anglais et les Français, et en fait, les germes avaient déjà décimé toute la population indienne jusqu'au nord. Donc cette grande civilisation des constructeurs de tumulus, qui avait été une grande société amérindienne et qui était sur le chemin de devenir peut-être une société civilisée dans le sens occidental du terme, eh ben, elle avait subi l'attaque des germes. Excusez-moi, je vais un peu plus vite, mais comme je vois que ça fait 1h15 que je parle, il est peut-être temps que j'arrive à la fin. En tout cas, on arrive donc au titre anglais du livre qui s'appelle donc Guns, Germs and Steel, fusils, microbes et acier. Et c'est la raison pour laquelle c'est les blancs qui ramènent du cargo et pas Yali. Alors vous allez me dire, à Bornéo c'est différent, il n'y a pas eu les germes. Ils ont été moins sensibles aux germes parce qu'ils avaient eu des contacts avec des Asiatiques avant, mais ils ont quand même été décimés par certains germes. L'avantage, c'est que comme pour les Africains, les Blancs ont subi aussi des maladies, notamment la malaria, le paludisme, etc.
et la fièvre jaune, donc ils ont moins souffert du choc microbien, bien qu'ils en aient souffert quand même. Mais en tout cas, il y avait un déficit technologique qui faisait que ça revenait au même. Et j'aurais pu vous parler un peu plus de l'Afrique et un peu plus de la Polynésie, parce que c'est hallucinant comme histoire. Mais soit je vous ferai une partie 2, soit je vous laisserai le découvrir dans le livre. Excusez-moi, j'ai mis un peu plus de temps, parce que j'ai voulu être académique. En tout cas, si ça vous a plu, faites vivre le podcast. Comme ça, j'aurais plus besoin d'en faire à 4h08 du matin. En tout cas, c'est un super bouquin. Et j'espère que vous le lirez. À bientôt les mangeurs de livres.